Je crois que j'ai pas besoin de micro, on m'entend? Bien. Dans le monde économique, il est des éminences. Il y a X, Y, il y a Z, et puis il y a Yael Ifra. Yael Ifra, pardon, excusez-moi. Comme le dit un éminent Rosh Yeshiva, le Rav Kling, pour ne pas le nommer, à la fin de ses articles mensuels, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Je pense qu'il doit être encore plus difficile d'émerger lorsqu'on est une femme, et c'est un des nombreux mérites de Yael. Et puis, il y a l'application Caspenu, dont vous allez vraisemblablement nous parler, qui traite des droits des consommateurs. Yael vous en parlera beaucoup mieux que moi, et c'est une application qu'elle a créée, que vous avez créée. Et puis, je me souviens d'un article que vous aviez publié l'année dernière sur le commissariat au miel. Le commissariat au miel, j'avais trouvé ça assez extraordinaire, je ne savais pas du tout ce que c'était, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de cet article. Si vous apprenez qu'il y a en Israël un produit, pour un produit donné, un commissariat, comme le commissariat au lait ou le commissariat aux œufs, ce n'est pas parce que le gouvernement attache une importance particulière à ce produit, désire le mettre en valeur et le considère comme un trésor national. Non, ça veut dire que ce produit est contrôlé entièrement par l'État pour le compte d'un cartel ou d'un monopole déguisé en syndicat professionnel. J'ai donc personnellement appris ce qu'était un commissariat, le commissariat au lait, le commissariat aux œufs, et en l'occurrence, le commissariat au miel. C'était quelque chose d'assez extraordinaire et de nouveau pour moi, mais grâce à vous, Yael, j'ai appris ce que c'était. Mais ce dont Yael va nous parler ce soir, comme toujours avec le brio qu'on lui connaît, n'est pas du miel. C'est la dure réalité de la situation économique d'Israël après presque 2 ans de guerre. Après l'exposé de Yael, vous pourrez lui poser quelques questions. Il est possible d'ailleurs qu'il n'y ait aucune question à poser, ce qui démontrera que, comme on peut le penser, votre exposé sera lumineux. Donc, vous pourrez lui poser quelques questions, puis vous êtes conviés au traditionnel pot de l'amitié, ce qui me donne une fois de plus le plaisir de remercier nos sœurs pour l'organisation de ce pot. Alors là, j'ai fait attention de n'oublier personne. C'est le piège, quand on commence à indiquer des noms, on risque d'en oublier. Alors, je voudrais remercier Régine, Nicole, Solange. Ce sont ce soir les 3 âmes de notre pot de l'amitié qui suivra la causerie de Yael. Mais je trouve que j'ai assez parlé déjà. Oui. Ah, tu dis oui. Je peux continuer si tu veux. Raison pour laquelle je donne la parole à Yael après avoir demandé à l'assistance, on m'a fait un grand geste que j'ai compris, après avoir demandé à nos amis de bien vouloir faire comme moi, c'est-à-dire fermer leur téléphone. Merci à vous, Yael. Merci beaucoup. Alors, normalement, la salle n'est pas si grande et on n'est pas non plus tellement nombreux, mais je me serais passé le micro, mais je sors d'une extinction de voix, donc je suis désolée, je vais me servir du micro et je m'excuse par avance de croasser un peu parce que c'est un peu compliqué. Voilà, donc en fait, effectivement, le sujet de ce petit exposé, c'est comment l'économie israélienne a fait face au choc de la guerre depuis maintenant près de 2 ans,
Donc une guerre qui a pris de très nombreux visages, puisqu'elle a été multifront, et on a eu différents types de guerres à l'intérieur de cette guerre. On a une guerre qui dure depuis maintenant presque 2 ans dans la bande de Gaza, qui a été une guerre qui a été caractérisée par une manœuvre terrestre très lourde, la plus grosse manœuvre terrestre de l'armée israélienne depuis la guerre du Liban. On a eu la campagne éclair mais massive contre le Hezbollah, lors duquel Israël a réussi à détruire en assez peu de temps les capacités militaires du Hezbollah et à le mettre à terre. On a la guerre larvée contre les Houthis au Yémen, qui nous tire dessus pratiquement tous les jours, et où Israël a été obligé, devant le désengagement américain, d'aller intervenir à de nombreuses reprises sans obtenir de véritables résultats. Il y a aussi la Syrie, où on est intervenu la semaine dernière pour essayer d'aider les Druzes, et où ça implique aussi des bombardements assez massifs, et évidemment la guerre des 12 jours contre l'Iran, qui a été la guerre peut-être qui est la plus caractéristique des guerres d'Israël depuis sa création, puisqu'en 12 jours, Israël a réussi à obtenir une victoire assez phénoménale sur l'Iran. Seulement tout ça, évidemment, ça a un coût très important. Et peut-être qu'on n'aurait pas considéré avec le sourire tout ce que j'ai évoqué après Gaza, si on n'avait pas été déjà jeté dans cette réalité sécuritaire très particulière, qui est la guerre de Gaza. Donc le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué l'État d'Israël par surprise totale. Il y a eu un échec colossal d'Israël lors de cette attaque, un échec de renseignement, puisque Israël a été complètement aveuglé par une opération de tromperie très sophistiquée, montée pendant des années par le Hamas. Un échec de mobilisation aussi, puisque les troupes n'étaient pas au bon endroit, n'étaient pas en position défensive, la discipline était très relâchée, les tanks n'étaient pas où il fallait, et évidemment un échec stratégique, puisque Israël était persuadé depuis des années, s'était persuadé qu'il suffisait de payer pour avoir le calme à la frontière de Gaza et à Gaza en général. Donc le fait d'avoir été pris par surprise et d'avoir eu une défaite militaire cuisante, puisqu'il y a quand même des localités israéliennes qui ont été en fait occupées et prises par l'ennemi, même si ça n'a duré que quelques jours. C'est totalement inédit dans l'histoire d'Israël depuis la guerre d'indépendance, a obligé l'armée à mobiliser des ressources très très fortes en très peu de temps. On a d'abord évidemment mobilisé tous les réservistes de l'État d'Israël, donc près de 350 000 réservistes ont été mobilisés. Et puis on a évacué presque 250 000 habitants, ceux de tout le pourtour de la bande de Gaza, ce qu'on appelle aujourd'hui le Negev occidental, et aussi ceux du nord, à la frontière avec la Galilée, puisqu'il s'est avéré, a posteriori, avec beaucoup de retard, mais enfin au moins on a compris que le Hezbollah avait l'intention d'envahir le nord d'Israël et de faire quelque chose d'encore peut-être pire, si on peut imaginer, que ce qui s'était passé dans le sud. Donc ça veut dire que l'armée, que Tsahal, a été obligée en quelques jours de passer de 0 à 100. Donc ça a été extrêmement compliqué. On n'a pas du tout compté évidemment l'argent à ce moment-là, mais ces 350 000 réservistes, il faut évidemment les payer, puisque le système en Israël, c'est que les réservistes sont payés par le Bitoire Leumi, donc par la sécurité sociale, qui donne l'argent à leur employeur s'ils sont salariés. L'employeur leur paye leur salaire en totalité, comme s'ils étaient au travail. Et puis, pour ceux qui sont indépendants, c'est le Bitoire Leumi qui leur paye également leur salaire. Donc ça coûte extrêmement cher. Au début de la guerre, ça coûtait pratiquement 400 millions de shekels par jour de combat pour pouvoir payer tous ces réservistes. Il y a évidemment eu la mobilisation massive de tous les stocks de munitions qu'Israël avait mis en place. Alors on a parlé beaucoup des envois de munitions par les Américains dès les premiers jours de guerre, du pont aérien, de 300 avions qui ont atterri en permanence. Donc il y a un package d'aide américain de plusieurs milliards de dollars, mais le reste, on l'a payé. Israël doit payer ses commandes d'armement. Donc ça aussi, c'est venu très rapidement creuser le déficit. Alors ça, c'est pour la campagne de Gaza qui dure encore. Aujourd'hui, on estime que le coût global de la guerre, il est d'entre 250 et 300 milliards de shekels.
c'est l'équivalent en fait de 10% du PIB, c'est un tiers du budget de l'État. Le budget de l'État en Israël cette année, c'était 750 milliards de shekels. Donc c'est absolument monstrueux. Donc je vous parle d'un coût cumulé. Mais ça veut dire qu'en termes annuels, on est sur 10% du budget de l'État en coût budgétaire. Donc il y a eu aussi la campagne contre le Hezbollah, évidemment. Et puis la campagne contre l'Iran. La campagne contre l'Iran, elle a duré que 12 jours, mais elle a coûté très très cher parce que on a utilisé tous les stocks qu'on avait de missiles d'interception. Les Américains ont aussi positionné des missiles THAAD, qu'on paye aussi, mais c'est surtout le système RETS, donc Arrow en anglais, RETS 2, RETS 3, qui sont des missiles intercepteurs qui interceptent en dehors de l'atmosphère. Donc je veux dire, ça se passe dans l'espace, hein, c'est une véritable guerre de l'espace, c'est des armes extrêmement sophistiquées, ça coûte très très cher, on ne peut pas fabriquer suffisamment vite. Donc c'est aussi pour ça qu'Israël a mis fin à la guerre avec l'Iran assez rapidement, parce que les taux d'interception n'arrêtaient pas de descendre, et sur les derniers jours, on était descendu de 99% à 86%, et les dommages étaient conséquents, donc en effet, il fallait mettre fin. Donc cette guerre, elle a coûté en termes de coûts, ce qu'on appelle les coûts directs mobilisés par le ministère des Finances, par le ministère de la Défense. Ça veut dire qu'en plus, en Israël, il y a un système très particulier. Le ministère de la Défense n'a pas besoin d'avoir l'assentiment du ministère des Finances à chaque fois qu'il engage une dépense. Il peut engager des dépenses et ensuite demander qu'on lui couvre. Autant dire qu'il ne s'est pas gêné et qu'aujourd'hui, on est sur un dépassement assez spectaculaire. Donc on va parler après des conséquences de ce dépassement sur le budget et sur la vie civile en Israël. Mais déjà, on a fait un peu le quoi qu'il en coûte. Évidemment, quand on est en danger existentiel, il n'y a pas tellement le choix. Donc cette guerre a donc coûté, comme on dit, un tiers du budget de l'État, 10% du PIB. Et je voudrais rappeler pourquoi elle est très différente, mais d'abord avant ça, je vais parler de ce qui s'est passé après la guerre de Kippour. On a beaucoup fait de comparaisons entre la guerre de Kippour et la guerre de Gaza, parce qu'il y a eu cette surprise stratégique, cet aveuglement de l'état-major israélien et aussi de l'échelon politique, à ne pas vouloir voir le danger qui était pourtant juste en face, des mises en garde d'officiers de renseignement répétées, qui n'ont pas été prises au sérieux. Tout ça, c'est répété de façon assez tragique, même si les résultats de la guerre ne sont pas du tout les mêmes, puisque 2 ans plus tard, on est toujours en guerre et on ne peut pas vraiment dire... Enfin, en tout cas, l'échelon politique d'Israël a décidé qu'on n'a pas vaincu le Hamas. Ça, c'est une question plutôt de commentaires politiques plutôt que de faits stratégiques. Mais en tout cas, ce qui a suivi la guerre de Kippour, c'est ce qu'on a appelé la décennie perdue. La décennie perdue, ça a été 10 ans pendant lesquels Israël était dans une telle angoisse existentielle d'être à nouveau attaqué et à nouveau en situation de pouvoir être détruit, que des ressources considérables, enfin toutes les ressources du pays possibles, ont été attribuées à la défense. Le budget de la défense a grimpé dans les années suivant 1973 jusqu'à 30% du PIB d'Israël. Israël était à l'époque pas un pays riche, hein. Donc ça veut dire que vraiment on a tout mis dans la défense et c'est les citoyens qui ont payé les fruits. Et en fait, ça a causé un effondrement petit à petit de l'économie israélienne. Et 10 ans plus tard, l'économie israélienne était en faillite. En fait, en 1985, l'État d'Israël était sur le point de déclarer faillite. Il y a eu un plan d'urgence qui a été décidé par Shimon Peres. On était en gouvernement d'union nationale. Mais en fait, toutes les ressources du pays avaient été jetées dans cet effort de défense qui n'était pas forcément hyper utile. Puisqu'il y a quand même eu une autre guerre, 1982, la guerre du Liban, mais qui a été très différente, plutôt une guerre d'usure, et la puissance militaire d'Israël n'était pas en cause, même en 1973, puisque la victoire a été éclatante. Mais il faut comprendre la différence entre l'angoisse d'être pris par défaut et les ressources que le pays va vouloir mobiliser pour montrer aux citoyens que tout est fait. Donc cette décennie perdue, elle a coûté très cher à Israël. Bon, après, elle a eu des bons résultats, puisque, bon, d'abord déjà, en 1977, le Parti travailliste a perdu le pouvoir, à peine 4 ans après, donc c'était la défaite de Kippour, mais c'était aussi l'appauvrissement du pays et la fin des structures étatiques, économiques de type Histadrout, travailliste, etc. Il y a eu une révolution libérale en Israël, et c'est en effet en 1985 une austérité, un plan d'austérité, mais draconien, qui est décidé lors de cette fameuse réunion d'urgence dont j'ai parlé, et lors de cette réunion, des coupes claires dans les allocations familiales, dans tout ce qui est le filet social, qui était à l'époque très généreux en Israël.
et à la suite de ça, l'arrivée des Russes, et puis le début de la Startup Nation. En fait, ça a vraiment, tout s'est suivi de cette façon-là dans ce cycle. Et donc, il y a vraiment une crainte au ministère des Finances d'un retour de la décennie perdue, parce qu'on sait qu'en Israël, quand le ministère de la Défense a la main sur les dépenses, il va dépenser sans compter. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les réservistes coûtent très très cher, parce qu'on a de plus en plus de mal à les mobiliser. Et donc, on les paye même quand ils ne sont pas là. Donc, quasiment tous les réservistes ont un double salaire. Ils sont payés quand ils sont au travail et ils sont payés quand ils sont à l'armée. Mais même quand ils ne sont pas à l'armée, ils sont quand même payés. Parce qu'on ne veut pas qu'ils arrêtent de venir. Et ces dépenses-là, elles sont très très difficiles à juguler. Il faut remplir les stocks de munitions. Donc, on n'en est pas du tout sorti. Et la semaine dernière, je vais en terminer sur le coût direct de la guerre. La semaine dernière, le ministère de la Défense a encore demandé à ouvrir le budget de l'État de 2025. Ça veut dire que ce budget ne va pas être respecté à l'intérieur des limites qu'on s'était posées. Et à rajouter encore du budget. Donc, il a demandé 56 milliards de shekels pour pouvoir encore acheter, faire des contrats. Puis alors, c'est toujours des trucs top secrets, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le dire. Même le ministère des Finances, il ne peut pas le dire. Il n'y a pas de contact du ministère des Finances à l'intérieur du ministère de la Défense. Donc, on ne sait pas du tout où va l'argent, c'est une opacité totale. Et donc, le ministère des Finances a un peu tapé sur la table et on s'est mis d'accord pour 42 milliards de shekels, ce qui est quand même énorme. Donc, juste pour vous donner une idée, avant la guerre, le budget du ministère de la Défense israélien, c'était 70 milliards de shekels, y compris l'aide américaine, et aujourd'hui on est à 110 milliards de shekels, l'année prochaine probablement à 120, et c'est pas fini. Voilà, Od Ayad Netouya, comme on dit, on en est très loin d'en avoir terminé. Donc, ça veut dire que c'est une charge qui va peser très lourdement sur l'économie israélienne pendant les prochaines années. Alors, à l'intérieur de ces dépenses, il y a aussi des sources de revenus, puisque je veux parler quand même tout de suite des succès incroyables de l'industrie de la défense pendant la guerre. Israël a eu l'occasion de faire quelque chose que pas beaucoup de pays ont l'occasion de faire, c'est de tester des armes stratégiques et innovantes en temps réel sur le champ de bataille et de montrer qu'elles marchent. C'est pas du tout évident à faire. Quand on voit que les pays européens sont paralysés par la peur de l'extension du conflit ukrainien et la façon dont se comportent les Russes en Europe, on peut comprendre que de nombreux pays européens veulent augmenter leurs dépenses de défense et de sécurité. Et c'est intéressant parce que l'Europe aussi est passée à un nouveau cycle, les États-Unis avec la Chine aussi, on est maintenant dans une ère de confrontation. Et comme on dit toujours qu'Israël est toujours à la pointe de ce qui se passe dans l'histoire, là aussi, on a été les premiers à être dans une guerre très violente. On a été les premiers à avoir une armée hyper performante qui va se battre loin de ses frontières et qui est capable d'avoir des résultats militaires remarquables. Et donc tout ça, ça a énormément boosté l'industrie de la défense israélienne. Donc on a une industrie de la défense qui est largement contrôlée par l'État. L'État est toujours actionnaire, hein, aussi bien de Rafael que de Elbit, que de l'industrie aéronautique. Toutes ces industries, généralement, sont évidemment contrôlées pour que l'innovation reste entre les mains d'Israël, hein, pour qu'on garde notre avantage technologique. Les ventes d'armes des États-Unis, c'est une autre affaire, puisque c'est déjà plus compliqué avec Donald Trump d'obtenir que des armes exclusives soient vendues à Israël, puisque les avions, on ne les fabrique pas. Mais Israël va toujours se battre pour mettre au point un maximum d'innovations qui vont être placées sur les avions américains pour qu'ensuite nous, on puisse garder notre avantage de défense. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est une augmentation en flèche des commandes auprès de ces industries israéliennes, de Elbit, de l'industrie aéronautique, etc., de Rafael. Évidemment, le succès de Hetz, hein, des missiles Arrow, qui sont les plus performants du monde. On a la meilleure défense antiaérienne du monde. Nous, on vit notre vie, je ne dis pas du tout comme si de rien n'était, hein, comprenez bien, on passe beaucoup de temps dans les abris, mais il faut comprendre ce que ça serait si la défense antiaérienne israélienne était différente. Les dégâts ne seraient pas du tout les mêmes, et on aurait eu beaucoup plus de morts. D'ailleurs, lors de la confrontation avec l'Iran, on a eu, c'est affreux à dire, on n'a eu que 28 morts, alors que les prévisions étaient plutôt de l'ordre de 400. Selon le ministère de la Défense, bon, ils l'ont dit qu'après, hein, ils ne vont pas le dire avant, parce que bon, voilà. Et on voit les dégâts qu'ont fait les missiles balistiques. Hein, c'est des immeubles entiers qui sont détruits, l'hôpital Soroka, ce qui s'est passé aussi à l'Institut Weizmann. Donc on comprend que ces performances de nos industries sont à la fois très importantes pour nous, mais aussi une démonstration de force envers le monde.
Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, l'industrie de la high-tech israélienne, qui avait vécu une crise un peu une crise de confiance avant la guerre, parce que je remonte encore un tout petit peu en arrière, mais la guerre d'octobre 2023 a été précédée par ce qu'on a appelé, selon les noms, disons, la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou, donc une réforme très importante qui vise à affaiblir la séparation entre les pouvoirs, à donner plus de pouvoir au gouvernement aux dépens de l'appareil judiciaire. Des réformes qui sont très mal vues dans le monde, parce qu'elles sont des réformes qui, pour certaines, rapprochent Israël d'un pays de type autocratique. Et donc, ce moment-là, on a énormément parlé, vous vous en souvenez sûrement, de la fuite des investisseurs, de toutes ces entreprises qui voulaient plus s'enregistrer en Israël, de l'argent qui n'allait plus venir. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. On peut dire qu'il y a quand même des investisseurs qui sont pas venus, parce qu'on n'est pas revenu au niveau de début 2023 encore. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Israël, finalement, on a l'impression d'un pays un peu téflon. Ça veut dire que les circonstances sont tellement exceptionnelles. On est tellement différent géopolitiquement des autres pays du monde que, j'allais dire, même si le gouvernement devait décider de devenir autocratique, je sais pas, de supprimer les élections ou j'en sais rien, ça probablement ne porterait pas atteinte aux investissements. D'ailleurs, il y a des pays autocratiques qui ont une économie très florissante, je sais pas, l'Arabie Saoudite par exemple, ça l'empêche pas du tout. Donc, ce qu'on avait prévu ne s'est pas passé. Et en effet, certains entrepreneurs et investisseurs israéliens ont choisi de déplacer une partie de leur argent pour prévenir des risques. Finalement, ils n'ont même pas eu le temps de voir si ces risques allaient se réaliser parce que la guerre a éclaté et on est passé à complètement autre chose, à une autre carte géopolitique, à d'autres données. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que sur le premier semestre 2025, on a eu des très très fortes levées de fonds dans le secteur de la high-tech. La high-tech a augmenté, a grimpé de 54% les levées de fonds par rapport à fin 2024, c'est quand même énorme. On a 9 milliards de dollars qui ont été levés. Alors je rappelle que l'année record pour Israël, ça a été l'année qui a suivi le Corona 2021. Et il y a, si je ne me trompe pas, je dis de mémoire, mais il me semble bien, 23 milliards de dollars qui ont été levés cette année, des dollars, c'est 100 milliards de shekels. Ça veut dire qu'ils ont été injectés dans l'économie israélienne d'investisseurs qui sont venus dépenser de l'argent ici. Donc là, on est à 9 milliards. Ça veut dire que si on extrapole sur la deuxième partie de l'année, ça fait 18, on y est pratiquement. Donc on a pratiquement retrouvé ce niveau, mais c'est peut-être pas les mêmes investisseurs. C'est peut-être des investisseurs qui vont être plus intéressés par les industries de défense. C'est peut-être des investisseurs qui vont être plus idéologiques, qui vont vouloir soutenir l'État d'Israël, qui vont vouloir renforcer notre résilience et notre défense de tout point de vue. C'est peut-être un autre visage de cette Startup Nation qui va se révéler dans les années à venir. Alors, on a aussi évidemment la cybersécurité, je ne l'ai pas cité, mais ça va avec. J'ai parlé beaucoup de dur, de munitions, etc. Mais Israël a aussi évidemment des performances assez spectaculaires là-dessus. Et on comprend à quel point, alors que les Iraniens sont très très forts aussi sur ce sujet, à quel point c'est important de savoir se défendre. Il y a eu de nombreuses attaques, dont certaines qui ont quand même eu un certain effet. On a vu, un jour, on nous a dit qu'il y avait un hôpital qui ne fonctionnait plus. Un autre jour, c'était une banque, je crois, qui pouvait les systèmes de paiement par carte de crédit, tout d'un coup, qui ne marchaient plus pendant quelques heures. On ne nous disait pas pourquoi, mais enfin bon, on a compris que c'était des attaques, des cyberattaques iraniennes. Alors, je pense que j'ai fait le point sur le coût, tout ce qui est lié vraiment à l'industrie de la défense, en plus et en moins. Et maintenant, je voudrais parler de la société israélienne, la vraie vie, comme on dit toujours, parce que c'est super d'avoir... j'ai donné une interview que donc, beaucoup d'entre vous ont vue sur Kalita il y a 2 jours, pour répondre à Daniel Eric sur la question de pourquoi les performances boursières des sociétés en Israël sont merveilleuses, la bourse de Tel Aviv va grimper de 25%, je ne sais pas trop quoi. C'est super, voilà, sauf qu'en fait, on ne va pas à la macolette avec les actions de la bourse. Donc c'est complètement déconnecté de l'économie réelle. Ça exprime, comme je l'ai expliqué, une confiance des investisseurs dans la situation géopolitique d'Israël qui est exceptionnelle. On refera un point dessus à la fin. Mais ces performances-là n'ont rien à voir avec le fait que les prix ne cessent d'augmenter en Israël ou que les infrastructures n'avancent pas comme elles devraient. Ou que notre niveau de vie, contrairement à ce que racontent des tas de journaux très bien intentionnés, mais le PIB par habitant en Israël n'augmente plus aussi vite
depuis des années, et même si le PIB global augmente, la population augmente très vite, et finalement notre PIB par habitant, il stagne depuis des années, alors qu'on est une société très jeune et très productive, et ça ne devrait pas être le cas. Mais je voudrais parler du coût humain et social de la guerre, qui est aussi un coût économique, évidemment, puisqu'on a déplacé en Israël, depuis fin 2023, 250 000 personnes. Donc toute la population du Negev occidental est allée habiter dans des hôtels à l'arrière, et aussi 60 000 personnes du nord d'Israël pour prévenir une attaque éventuelle du Hezbollah. Et ces personnes ont souvent perdu leur travail, ont vécu un trauma personnel extrêmement important. Les enfants ont dû changer d'école plusieurs fois dans l'année. Des familles entières vivaient dans 2 chambres d'hôtel. Alors oui, logés, nourris, on paye rien. Croyez-moi, j'ai interviewé de nombreuses personnes qui vivaient à l'hôtel, dont une femme dont je me souviens encore très bien, qui s'appelait Ren Bloom, qui habitait à Kiryat Shmona, et qui a vécu pendant 1 an et demi dans une chambre d'hôtel à Herzliya, dans un très bel hôtel, hein, mais une chambre avec ses 3 enfants. Donc le petit salon, et la chambre avec les canapés qu'on déploie, les étagères qu'elle avait installées, les produits d'entretien qu'elle achetait, ou elle achetait les mêmes que chez elle pour que ses enfants retrouvent comme l'odeur de la maison. C'est une catastrophe sociale, et même si on parle beaucoup de résilience, ça ne se répare pas en 2 minutes. Ça a aussi fait grimper évidemment le taux de chômage dans le Nord. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant le Sud, avec l'administration Tekuma qui a été montée par l'État, reçoit pas mal d'attention, je ne dis pas de fonds, parce que jusqu'à aujourd'hui, les fonds n'ont pas du tout été débloqués, contrairement à ce qu'on croit. On a voté des milliards et des milliards, je crois qu'on a voté 15 milliards de shekels pour Tekuma. Et je crois que moins de 3 milliards ont été déboursés aujourd'hui. L'État traîne des pieds, comme toujours en Israël, c'est toujours le même système. On met de l'argent, on fait des communiqués de presse, et après l'argent n'arrive jamais. Les kibbutzim ne sont pas reconstruits. Aucun des kibbutzim ne sont reconstruits. Les habitants de Nir Oz habitent toujours dans un autre kibbutz. Les habitants de Be'eri habitent toujours à Hatzerim. Et dans des caravanes que j'ai vues aussi, et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les maisons qu'ils avaient avant. Quant au nord, on a déclenché un plan d'urgence pour en faire une zone tech, de food tech, d'agri-tech, enfin toutes sortes de trucs un peu ronflants, mais pour l'instant on ne voit pas grand-chose venir. C'est toujours des zones qui sont périphériques socialement, économiquement, même si c'est très différent le nord du sud, et les coûts que l'État ne supporte pas finalement vont être très élevés par la suite. Je pense que ça va encore contribuer encore plus à cliver Israël en 2 zones, l'État d'Israël, l'État de Tel Aviv, le centre, le Gush Dan, et puis tout le reste qui va avoir du mal à se relever et à devenir très dynamique. J'avais noté aussi là, en effet, sur des études qui ont été faites par différents hôpitaux, centres médicaux d'Israël, que pratiquement 50% de la population correspond à la définition du post-trauma. Voilà, donc on n'a pas forcément l'habitude qu'on le sait, on n'a pas forcément l'idée qu'on l'est, parce que on n'a pas été touché personnellement, tout le monde n'a pas eu quelqu'un dans sa famille qui a été blessé ou malheureusement tué. Il y a quand même presque 1000 soldats qui sont morts depuis le début de la guerre. Il y a aussi beaucoup de blessés, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont perdu les jambes, qui ont perdu les bras, il y a beaucoup de mutilés, beaucoup de soutien. On nous parle sans cesse de notre résilience, et je le dis vraiment beaucoup, on nous dit on est merveilleux, on est fantastique, mais en fait le coup il est très très lourd à porter pour nous. On sursaute tous quand on entend un bruit un peu vif, quand on entend un début de sirène de police, on a toujours l'impression que ça va être une alarme, et ça c'est quelque chose qui ne s'en va pas. Peut-être les enfants le supportent mieux, mais je pense que pour les adultes qui n'ont pas eu cette réalité pendant, disons, les 15 dernières années, c'est beaucoup plus difficile à supporter. Alors, je voudrais quand même dire qu'on a eu quelque chose d'assez incroyable en Israël qui s'est passé l'année dernière avec cette guerre. C'est qu'on a été mis à l'épreuve, quand je vous disais l'économie téflon, on a été mis à l'épreuve d'une façon assez spectaculaire. C'est-à-dire que je ne vois pas beaucoup d'économies qui auraient résisté comme l'économie israélienne. Il y a vraiment quelque chose chez nous qui est de l'ordre de même pas peur. Allez-y, jetez-nous des missiles, attaquez-nous, on va rester. De toute façon, on n'a nulle part d'autre où aller, c'est assez clair. Donc, on n'a pas tellement le choix. Et ça se reflète dans les données économiques du pays. Parce que
malgré la crise économique, je parlerai après du coût de la vie, les gens sortent, ils sont au café, ils sont au restaurant, ils continuent à faire des fêtes, ils continuent à faire des mariages. Alors, je ne vous parle pas des mariages qui ont lieu dans des bases militaires. Bon, après, ça c'est toujours très spectaculaire et très émouvant, mais on parle du fait qu'on refuse d'arrêter sa vie. Moi, je connais des personnes qui m'ont dit « je vais me marier à l'étranger puisque je ne veux pas qu'il y ait une alerte le soir de mon mariage ». Bon, on a aussi été bloqué ici parce que les compagnies aériennes ont refusé de desservir Israël. Et ce n'est pas la faute des compagnies, c'est la faute entièrement du ministère des Transports israélien, qui n'a rien fait pour que les compagnies puissent desservir Israël, donc ça faut quand même le dire. Ça arrangeait bien aussi toute l'industrie du tourisme qu'on soit bloqué ici. Bon, le tourisme s'est effondré, il n'y a pas de touristes en Israël depuis 2 ans, et je pense que ça contribue aussi à notre sentiment un peu d'être entre nous, parce qu'il n'y a pas, personne ne vient en fait, donc on est là, on tient les murs, on tient le pays, on va rester là, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il y a quelque chose de psychologique là-dedans qui est important. Donc le rebattage des cartes géopolitiques, il est essentiel à comprendre. En fait, on est aujourd'hui en Israël de façon stupéfiante, dans une bien meilleure situation géopolitique que ce qu'on était il y a 2 ans. On a montré notre capacité à restaurer notre dissuasion après un coup qui était vraiment un coup mortel. On a montré notre capacité à développer des armes en temps réel, à battre des pays beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que nous, à faire ça avec inventivité, avec créativité. On a retrouvé finalement, je dis ça avec la réserve sur Gaza, on a retrouvé Tsahal des tromperies, l'histoire des beepers a rempli tout le monde de fierté. Enfin, je veux dire, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, on est dans une bonne situation. Et pour l'économie, la grande économie, celle des contrats, celle de la high-tech, celle des investisseurs, celle de la bourse, c'est une très très bonne nouvelle. Après, je voudrais quand même mettre un bémol en tant que personne qui s'occupe beaucoup de problématiques du coût de la vie. Je trouve que les citoyens d'Israël ont été très malmenés pendant cette guerre. Et ils n'ont pas seulement été malmenés, ils ont été méprisés par le gouvernement de façon assez forte. À savoir qu'on n'avait pas le choix, comme je viens de le dire, donc il y a le côté plus et le côté moins. On est fiers d'être là, on est content, mais à la fois, on nous a bien pris au nez, puisqu'on ne pouvait pas sortir du pays, qu'on n'a pas d'autre chose à faire que de travailler, d'envoyer nos enfants à l'armée, pour ceux qui servent. Et il y a eu vraiment des mauvais traitements qui ont été réservés aux citoyens. Ça veut dire que les entreprises israéliennes, les entreprises qui vendent des biens de grande consommation aux Israéliens, se sont permis, de façon totalement honteuse, scandaleuse et injustifiée, d'augmenter en permanence les prix alors qu'on était en pleine guerre. On n'a vu aucune manifestation de solidarité de grandes entreprises israéliennes, au-delà de ce qui se passe quand on travaille dans la high-tech, et que le vendredi on reçoit un panier, parce que bon, voilà, vous avez votre mari qui est au front, ou qu'on vous donne un petit chèque pour la babysitter. On a vu des entreprises qui sont mondialisées, comme Strauss, comme Tnuva, augmenter les prix 3, 4, 5, 6 fois depuis le début de la guerre, sans aucune justification. C'est-à-dire que moi, je suis un peu les prix des matières premières, le transport, le frais maritime. Quand on vous dit que tout a augmenté, c'est pas vrai du tout. Le shekel s'est beaucoup renforcé, on voit pas les prix baisser. Et il y a eu une idée que tant qu'on supporte, on peut supporter plus. Moi, l'idée que des entreprises 100% israéliennes qui ont des étiquettes avec des petites maisons avec des toits bleus, des petits arbres, qui mettent des drapeaux partout, qui vous font des pubs sur le thème ici c'est comme à la maison, vont augmenter leur prix et vous dire si vous n'êtes pas content, à la fois vous ne pouvez pas aller ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça totalement insupportable et très scandaleux. Et je pense que la qualité de vie, au-delà de la guerre, des Israéliens s'est dégradée. On voit aujourd'hui des premiers signes de récession. Une fois de plus, pas au sens macro, c'est toujours compliqué la récession parce que les statistiques sont nationales, donc on prend la masse et on divise. Le salaire moyen en Israël mensuel ne cesse de grimper, mais c'est parce qu'il est tiré vers le haut par la high-tech. Il est à 14 000 shekels par mois, mais pratiquement la moitié des Israéliens sont au salaire minimum. Donc le salaire minimum, il a augmenté de 5% cette année, mais ça ne rattrape pas l'inflation, puisque l'inflation cumulée, elle est très très forte. On a 3,5 cette année, on a eu 5 il y a 2 ans, je crois qu'on a eu 4 l'année dernière. C'est une augmentation des prix qui est considérable. Elle s'est beaucoup concentrée sur des biens de consommation courante. Moi, je suis les prix.
et je vois des prix qui ont doublé en 2 ans. Donc c'est un truc qui me... Enfin, personnellement, je ne comprends pas. On a peu de concurrence, donc on n'a pas tellement le choix, sauf à arrêter de consommer certains produits. Pour ce qui est par exemple des restaurants, les restaurants sont en crise profonde en Israël. Ils pratiquent des prix qui sont totalement abusifs, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pour vous donner un exemple, enfin une donnée macro importante à comprendre, l'OCDE, dans son dernier rapport qui est paru en juin, encourage toujours Israël à faire des réformes, bon, on connaît, etc., mais a établi que la distorsion entre le pouvoir d'achat des Israéliens et les prix dans le pays est la plus élevée du monde. Ça veut dire qu'entre ce que devraient coûter des produits en fonction de ce qu'on gagne et ce qui coûte vraiment, il y a 35% de différence. Et on est tout au bout de la courbe. Je veux dire, on est vraiment les plus élevés. Je crois que juste après nous, c'est un truc genre l'Islande ou la Lituanie, je ne me souviens plus, enfin voilà. Mais en tout cas, on paye tout beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, parce que, eh bien, on est enfermé dans ce marché, parce qu'il n'y a pas d'éducation économique suffisante pour les consommateurs. Je suis passée à un autre sujet que la guerre, mais je veux juste terminer là-dessus. Parce que, tout simplement, certaines sociétés sont en abus de position dominante très très claire, parce que l'État continue à encadrer, à réguler des cartels et à leur donner des avantages qui sont totalement injustifiés. Et donc, au-delà des souffrances qu'on a vécues avec la guerre, on a eu une exploitation claire, mais vraiment claire, de la situation sécuritaire par des entreprises privées israéliennes pour augmenter les prix et de façon sans aucun rapport avec la réalité. Après, qu'est-ce qu'on peut penser d'une ministre des Transports qui décide de doubler le prix des transports en commun en 1 an, comme ça? Je ne veux pas du tout parler de politique sectorielle, j'en parlerai pas ce soir, c'est un sujet dont je parle beaucoup, mais voilà, ça explique beaucoup de choses en Israël, c'est assez évident, hein, le fardeau n'est pas porté de façon égalitaire. Mais en tout cas, ce qu'il en reste, c'est qu'on a prouvé, je crois, nous, en tant qu'Israéliens, notre capacité à résister à des situations extrêmement dures. On a prouvé en tant que peuple, en tant que nation, notre capacité à se défendre, à contribuer, parce que cette défense elle est assurée par une armée du peuple, hein, pas par une armée de métier, à être là. Et on se demande pourquoi en face, il n'y a personne. Pourquoi en face, les entreprises, l'État estiment qu'ils ne doivent pas être là, que tout doit être porté par les citoyens. C'est une question que je me pose très souvent, qui reste ouverte. Voilà, je vais terminer sur cette piste. On peut en parler après lors des questions. J'ai demandé à parler 5 minutes, enfin 3 minutes de Gaspénou. Voilà. Donc voilà, donc vous connaissez sûrement l'application. Donc elle est sortie au mois d'avril. Donc c'est une application que j'ai développée, montée depuis... ça fait 4 ans que je travaille dessus, un peu plus que 4 ans. C'est une association, pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas si on va le rester parce que les ressources ne sont vraiment pas suffisantes. Le but est de donner à tous les consommateurs israéliens des informations transparentes, fiables et complètement neutres sur tous les produits alimentaires pour l'instant en Israël. Donc simplement en scannant le produit au supermarché, on vous donne toutes les informations de santé et les informations nutritionnelles avec une note globale pour le produit. On a amené en Israël pour la première fois des éléments européens. Donc on a amené le Nutri-Score qui n'existait pas en Israël, qui est l'indice de nutrition leader dans le monde et qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. On a amené le score NOVA qui mesure le degré de transformation des aliments. On analyse tous les additifs alimentaires dans les produits, on les classe par dangerosité, enfin innocuité ou moins innocuité, on va dire comme ça. Et si le produit est bio, il a aussi un petit plus. On donne aussi le prix du produit moyen en Israël, le prix en Europe. C'est un outil, une boîte à outils complète pour les consommateurs israéliens. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça a eu un très très grand succès. L'application a tout de suite rencontré son public. Donc ça fait quand même 4 ans que j'entends que ça va intéresser personne. On a plus de 60 000 téléchargements en 3 mois. C'est énorme. Si vous multipliez par 8 à peu près pour être sur la France, ça fait comme si on avait eu un demi-million de téléchargements en 3 mois. Donc c'est un énorme succès populaire, sauf qu'on n'a pas de sous, puisque ça coûte cher de développer l'application, et qu'aucune fondation philanthropique n'a jugé bon, à part la fondation Rothschild en France pour un one-shot qui n'a pas été renouvelé, n'a jugé bon de nous financer, alors qu'il y a en Israël tous les ans 13 milliards de dollars qui sont dépensés en philanthropie. Donc pourquoi
C'est aussi une application qui donne des informations sur les grandes entreprises qui nous contrôlent, on va dire ça comme ça, mais aussi parce que c'est un message universel, égalitaire, très français, qui n'est pas forcément très intelligible en Israël, où on aide des populations cibles qui sont déjà à l'avance bien définies. On n'aide pas tout le monde, ça n'intéresse personne d'aider tout le monde en Israël, et sûrement pas à travers une initiative citoyenne. Voilà, donc du coup, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous connaissez une fondation qui serait intéressée, qui pourrait être intéressée à nous financer, je suis Pierre à mes coordonnées, vous pouvez me faire passer l'information. Et sinon, on va se tourner vers le marché privé, à mon très 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 grand regret, avec une version payante, et on va devoir monétiser une partie des informations qu'on rassemble, du data qu'on rassemble avec l'application. On sera anonymisé, etc. Mais en fait, c'était pas comme ça que je voyais au début, on va dire. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis ouverte pour vos questions. On peut faire comme tout le monde, il faut se retourner vers le papa. Je ne sais pas si c'est que moi, mais moi j'ai eu très très chaud. Voilà. Mais c'est votre animation. Non, je ne me suis pas animée au trop de jeu. Donc voilà. Oui. Ouais. Y a-t-il des questions? Je pensais bien. C'est pas une question, c'est juste signaler quelque chose. Monsieur Attali, qui avait été conseiller, je crois, du président Mitterrand, il avait fait pendant des heures et des heures une conférence sur l'économie mondiale, de tout ce qui allait passer, le Japon, la Chine, tout ça. Et à la fin, il y a quelqu'un qui a levé le doigt en disant pourriez-vous parler un petit peu d'Israël? Elle a dit non, c'est la seule chose que je ne peux pas parler parce que c'est imprévisible. Non, ce que vous voulez, l'Amérique, la Chine, ce que vous voulez, on n'est pas pour Israël. Maintenant, la deuxième chose, nous avons quelque chose parce que de ce qui se passe en ce moment en Israël, il y a juste un mot, ce qu'on appelle le aher, n'est-ce pas? Et donc, tout ce que vous avez signalé, de ce dont vous avez parlé, ce sont des choses qui est vraiment à travailler. Parce qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent, et jusqu'à ce que M. Begin, sans faire de politique, soit passé à la, comment on appelle ça, il disait, le président de l'État d'Israël, Yesh anashim shechoshvim shamedina shayechet lahem. Voilà, c'est tout. Oui, alors je voudrais savoir vers quoi nous allons. Vers quoi nous allons? Oui. Alors, je pense qu'on va vers Israël qui va devenir une puissance militaire, enfin une puissance industrielle majeure de militaires, de défense. Je pense qu'on va vers évidemment on a affirmé, on était déjà une puissance régionale, mais on va évidemment ce statut va encore augmenter. Selon moi, on va quand même aller vers la normalisation à moyen terme, pas dans les je sais pas, on peut se tromper, il y a toujours des surprises dans les 2-3 années qui viennent. Et si Israël réussit à sortir du banc des nations en terminant très rapidement la guerre à Gaza, ça peut aller très vite. On peut très très vite transformer l'essai et encaisser la contrepartie de tout cet effort géostratégique qui a été fait. Ouais. Merci. Daniel, tu avais une question. Je trouve que l'Israélien est très passif. Parle plus fort, s'il te plaît. Je trouve que l'Israélien est très passif vis-à-vis de tous ces problèmes. Et en France, il y aurait déjà eu je ne sais combien de manifestations et protestations. Ici, rien. Tout le monde accepte tout. Alors, je ne pense pas que tout le monde accepte tout, parce que les gens sont quand même... Alors, je veux dire, j'aurais pas eu 60 000 téléchargements si tout le monde acceptait tout, et que tout le monde pensait que tout va bien. Je pense simplement que les gens n'ont pas de voix, VOIX, que personne n'incarne ce sujet. Je veux dire, moi, j'ai travaillé 6 ans à la Knesset, et j'ai connu des députés de tous les partis. J'ai été candidate à la Knesset. Je n'ai jamais rencontré, à part Moshe Carlon à l'époque, il y a longtemps, j'ai jamais rencontré personne qui s'intéressait à ces problématiques, qui sont ennuyeuses, bas de plafond. Tout le monde préfère parler de grands sujets, préfère s'engueuler sur des sujets identitaires. En Israël, l'identité remplace tout le reste. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui avait décidé de prendre ce sujet à bras le corps. Ensuite, il y a un dogme néolibéral, enfin libéral très important en Israël. Moi aussi, je suis pour la libre concurrence, je suis pour la société de marché, mais je suis social-démocrate. Je pense pas que si quelqu'un a de l'argent, il faut qu'il en ait encore plus. Je pense pas que les ressources naturelles appartiennent à l'entreprise qui fait des forages. Je pense qu'elle appartient au pays. Même le Qatar prend des royalties plus élevées sur son pétrole qu'on en prend nous sur notre gaz, qu'on a littéralement donné à des sociétés privées.
qui sont d'ailleurs en train de l'exporter à toute allure vers l'Égypte, si bien que le ministère des Finances a déjà convoqué une réunion stratégique il y a quelques mois pour dire que dans 10 ans, on n'aura plus de stock, on n'aura plus de réserves de gaz, on n'aura plus de réserves stratégiques, on aura tout vendu à l'Égypte. Voilà. Et c'est pas nous qui avons tout vendu à l'Égypte, c'est Chevron qui aura tout vendu à l'Égypte. Donc en Israël, l'idée c'est que si on est riche, et si on est fort, et si on est plus fort que tout le monde, on n'a qu'à écraser tout le monde et gagner plein d'argent, ça prouve qu'on est juste plus malin que les autres. Personne ne parle vraiment pour les faibles, il y a quand même quelque chose d'un peu problématique là-dedans. Et votre application, elle est en français ou en hébreu? Elle est en hébreu et en anglais. Ah. Elle sera en français quand on aura des sous pour la faire en français. Elle n'est pas en français. Pour l'instant, non. Donc, il y a 150 000 francophones en Israël et 10 millions de personnes. On l'a faite en hébreu. Oui. Oui. Madame. Ah. Oui, comment vont évoluer les situations de monopole en Israël? Pas bien, pas bien. On n'entend pas la question. Elle a demandé comment vont évoluer les situations des monopoles en Israël. Il n'y a rien qui puisse être important. Tant qu'il n'y aura pas un homme ou une femme politique courageux qui viendra, et encore, c'est un travail de 20 ans, il faut démanteler un monopole, c'est pas comme ça. C'est pas tout le monde, il n'y a pas la loi antitrust aux États-Unis, ça a été fait dans les années 30. Les juges de la Cour suprême américaine ont fait beaucoup d'arrêts spectaculaires. En Israël, les juges de la Cour suprême sont ultra-libéraux dans tous les cas où on a tenté de faire des plaintes collectives contre les monopoles. Je ne parle pas de sujet politique. La Cour suprême a systématiquement statué que le monopole n'était pas avéré, que c'est difficile de prouver si le prix n'est pas juste. Les sociétés sont privées, elles sont très souvent familiales, on n'a pas les comptes, on ne sait pas. Il y a une plainte très célèbre contre Coca-Cola, parce que Coca-Cola est un des plus chers du monde, pour essayer de prouver que le prix était abusif et que c'était une situation monopolistique. Et en fait, l'ancien conseiller juridique au gouvernement Mandelblit et les juges de la Cour suprême ont débouté l'appel et il a été jugé non recevable. Donc on est mal barré, sauf si les consommateurs prennent les choses entre leurs mains. Je veux dire, affaiblir un monopole, ça se fait à travers le porte-monnaie. Hein. Merci infiniment, Gaëlle. En plus devant tes parents formidables, c'est génial. Absolument. Ce que tu nous as offert. Quelle est ta question? Merci. En tant que citoyen, je considère que c'est bien que nous ayons rejoint l'OCDE. Ouais. L'obstacle le plus important quand nous avions rejoint l'OCDE, c'était le fossé, pour simplifier, entre les riches et les pauvres, qui n'a lieu nulle part ailleurs dans le monde. Comment on va faire pour aider les pauvres? Déjà, il faudrait être intéressé à aider les pauvres, ce qui n'est pas le cas en Israël. Donc, déjà, très clairement, aucun gouvernement n'est intéressé à aider les pauvres. Ensuite, aider, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué la pauvreté en Israël. Bon, effectivement, on est un des pays les plus inégalitaires de la planète. L'indice Gini, qui mesure les inégalités sociales, à un moment donné, ça avait progressé. Moi, j'ai eu l'honneur d'être la conseillère parlementaire d'Elie Elalouf, qui est l'auteur du rapport sur la pauvreté, donc qui a fait une analyse vraiment exhaustive du problème de la pauvreté en Israël. Un problème d'éducation, un problème de périphérie, un problème d'accès, enfin d'égalité des chances, hein, tout simplement. L'égalité des chances ne fonctionne pas. Mais en Israël, on a aussi un autre problème. On a la pauvreté qui n'est pas subie, mais qui est voulue. On a des populations qui choisissent de ne pas travailler et qui sont pauvres et qui se reposent sur ce qui reste du matelas social, hein, qui a été largement démantelé. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente les prestations sociales, ça crée des pièges, ce qu'on appelle une trappe à pauvreté. Et donc en Israël, c'est pour ça que le ministère des Finances fait tellement d'efforts pour essayer de faire rentrer sur le marché du travail les hommes ultra-orthodoxes et les femmes arabes israéliennes, qui sont les deux populations qui travaillent le moins, parce que cette pauvreté n'est pas entièrement, j'allais dire, authentique. C'est affreux à dire, parce qu'un enfant qui a faim, c'est un enfant qui a faim. Mais en effet, traiter la pauvreté en Israël, c'est un challenge qui doit passer par l'école, par l'éducation, et aussi par l'armée, en fait, qui doit passer par une israélisation de tous les citoyens, parce que le pays est riche et il a beaucoup de ressources à donner, mais encore faut-il que les citoyens participent également aux droits et aux devoirs. Donc c'est pour ça que la pauvreté est compliquée en Israël, plus que ce qu'on croit. Après, je pense qu'on pourrait quand même plus aider au quotidien. Je veux dire, par exemple, donner des repas chauds à l'école uniquement jusqu'à la Kita Vav, parce qu'en Kita Zayin, c'est connu, on n'a plus faim. Voilà. Par exemple, moi, c'est toujours un truc que j'ai trouvé, j'ai beaucoup travaillé, je travaillais à la commission d'éducation, donc c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup interrogée. J'ai dit au ministère des Finances, mais enfin, un adolescent, Kita Zayin, c'est quoi? C'est 12-13 ans, c'est l'âge où on mange le plus.
où l'école est la plus importante. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le repas gratuit à l'école? Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est plus les municipalités, après ça passe comme ça, etc. Mais en fait, ils s'en foutaient. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas faites, c'est certain. Quelles sont devenues les promesses de notre ministre de l'économie, Nir Barkat, combattre les monopoles, casser les Oui, les promesses de Nir Barkat. Bon, bah, C'est la question. du ministre de l'économie? Que sont devenues les promesses de Ouais, Nir Barkat? il était quand même plein de bonnes intentions. Oui. Bon, aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressé par la course à la tête du Likoud, par l'après Netanyahou. Mais il a fait quand même du travail. Il faut reconnaître qu'il y avait quand même des propositions qui étaient bonnes. Sa loi sur l'Europe, qui a été largement vidée de contenu par la bureaucratie par la suite. Mais de toute façon, je l'avais dit depuis le début, comme elle était conçue, cette loi, ça ne visait que les importations. C'est un discours qui vise à dire qu'en Israël, il suffit d'augmenter les importations pour tuer les monopoles. C'est complètement faux. D'abord, il y a des tas de secteurs où on ne peut pas importer. Et puis, quand vous avez 80% d'un marché, les nouveaux entrants, ils peuvent toujours y aller pour essayer de rentrer. Il faut démanteler les monopoles avant toute chose. Et ça, il n'avait pas l'intention de le faire. Nir Barkat, c'est un milliardaire. Je veux dire, lui, il ne voit pas les choses comme ça. Mais, pour autant, d'abord, il y avait un discours qui était tenu, qui était important. C'était important de le dire. Il a fait des efforts. Il y avait l'histoire des standards industriels. Les simplifier, ça paraissait quand même évident. Ils ont fait du boulot. Et puis après, c'est du travail de longue haleine. C'est toujours pareil avec les hommes politiques. Il s'est désintéressé. Il n'avait pas forcément les bons conseillers. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ça. Au début, j'y croyais. Enfin, j'y croyais. Au standard, j'y croyais. Il y a des associations comme Lobby 99 qui ont été très actives sur le sujet. Puis bon, la guerre a un peu tout tué. Mais ouais, il y avait que des bonnes. Enfin, il y avait beaucoup de bonnes idées. Oui. Après vous avoir écouté, on peut se poser la question, qui commande réellement dans ce pays? Voilà. Bah, en Israël, on est connu pour avoir Ça un. ne doute pas. Ouais. Non, on a un rapport extrêmement élevé de ce qu'on appelle Hon-Shilton. C'est les relations entre le milieu des affaires, le milieu financier et la politique. Parce que c'est un petit pays, il n'y a que 120 députés, ça paraît assez évident que voilà, la loi de financement des partis est plutôt pas mal faite, mais c'est toujours des milliardaires qui financent par derrière. D'ailleurs, Nir Barkat lui-même est milliardaire. On a oui, pas beaucoup de personnes qui veulent remettre en cause l'ordre établi, on va dire ça comme ça, parce que Israël, c'est comme un gâteau, il est bien partagé, les gens sont contents de leur part. Donc, qui dirige? Ouais, toujours les mêmes, on va dire. Mais beaucoup le parti au pouvoir. Oui. Moi, en vous écoutant... Parle plus fort, s'il te plaît. Ah bon? Je croyais que je parlais fort. Oui, oui. Non. Bon, c'est à cause de mes Ouais, appareils. toi. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout est absolument lié. Donc, quand je regarde ce qui est alloué à l'enseignement religieux et ce qui est alloué à l'enseignement laïque, le jour et la nuit, et ça, c'est dans tous les domaines, dans le domaine social, etc. Donc, je veux dire, la politique est tellement liée, on ne peut pas faire l'impasse sur la politique. Je veux dire, ce qui nous arrive maintenant, au niveau des choix économiques et surtout aux choix éducatifs, parce que c'est ça l'avenir, eh bien, c'est complètement mis sous la coupe des partis politiques. Mais quelle est ta question? Eh bien, ma question, c'est comment peut-on élaborer un plan futur avec cette charge politique que nous avons sur les épaules? Il faut que les partis ultra-orthodoxes soient dans l'opposition pendant plus qu'1 an, sinon on ne peut rien faire. Eux, leur mainmise, elle est entièrement faite comme ça. Ça veut dire qu'ils ont réussi, depuis le début, il y a d'abord le système scolaire est coupé en 4, c'est très problématique. Ça, c'est Ben Gurion, encore une fois de plus, qui a donné l'autorisation aux Haredim d'avoir leur propre système éducatif. Ensuite, ce système éducatif, il n'est pas du tout nationalisé, il est dirigé par des associations. Tout est des associations. Ma'ayam Dei Torah, c'est le chasse, c'est une association. Le Chinuch Ha'atzmai Bet Yaakov, c'est une association. Donc c'est complètement opaque. Des associations sont financées de la même façon que les profs du ministère de l'Éducation.
Et tout le pouvoir des partis ultra-orthodoxes découle de ces budgets colossaux, des dizaines de milliards de shekels qui leur sont versés sans que personne ne contrôle, puisque jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de contrôleur, pas de comptable du ministère de l'Éducation dans les écoles ultra-orthodoxes. Il y a quelque chose qui s'est passé l'année dernière, parce qu'elles se sont déclarées en faillite et qu'elles voulaient aussi que l'État paye les dédommagements des plaintes prud'hommes. Des plaintes prud'homales des enseignants qui ne sont pas payés parce qu'on leur prend le maaser, ou des fois il y a beaucoup de combines, on leur dit que t'es venu alors qu'ils n'ont pas enseigné, etc. Donc il y en a qui ont attaqué au prud'homme et ils ont réclamé au ministère des Finances, on dit puisque c'est vous qui nous financez, c'est vous qui devez payer les dédommagements. Donc là il y a eu une petite révolte à ce moment-là du comptable général du ministère des Finances, il y a Eli Rothenberg, et en effet il y a quelques changements. Mais vous avez raison, le poids électoral des partis ultra-orthodoxes et leur... la façon dont ils ont décidé de faire fonctionner le système pour eux est telle qu'on ne peut rien y faire. C'est leur unique objectif. Ils ne viennent au gouvernement que pour ça, ne s'intéressent à rien d'autre. Même si aujourd'hui il y a une part de leur électorat qui fuit vers des politiciens comme Ben Gvir par exemple. Et en effet, c'est devenu un véritable aspirateur à budget. On ne peut pas y faire grand-chose tant qu'ils sont dans la coalition. C'est le prix de leur participation à la coalition. C'est marqué dans les accords de coalition, quand on les signe. Tout le monde le sait. Donc après, le Premier ministre choisit qui il veut joindre à sa coalition. Dernière question, Jean-Claude. Israël est arrivé 8e sur la liste des gens, sur la liste des pays où les gens se disent le plus heureux. Et le journal où j'ai lu cette information attribuait ce score très étonnant au sentiment de solidarité qui anime les Israéliens. D'après ce que vous avez dit de l'attitude des grandes sociétés et même de l'État, cette solidarité est loin d'être évidente. Alors, c'est pas la solidarité de Nova avec moi, c'est la solidarité de vous ici qui êtes assis, c'est évident. oui. Tout repose sur la société civile en Israël. S'il n'y avait pas de société civile, s'il n'y avait pas de Arvut Hadadit, s'il n'y avait pas de tout ce qu'on fait, de ces dizaines de milliers d'associations, de tous ces volontaires qui vont donner des repas, qui vont donner de leur temps, c'est évident que c'est le tissu social en Israël qui est très important. Après, il ne faut pas négliger le tissu social dans plein d'autres pays. Je veux dire, n'imaginez pas qu'en France, il n'y ait pas des gens qui fassent du volontariat, de l'alphabétisation, qui donnent de leur temps, qui vont servir dans les soupes populaires, etc. Mais l'État est plus présent, donc ça se voit moins. Tandis qu'ici, ces gens vont pallier toute l'absence de l'État qui est complètement désengagé, qui ne fait rien, qui ne paye rien. Je veux dire, en Israël, quand vous avez besoin de béquilles, vous les prenez chez Yad Sarah, vous les prenez pas au ministère de la Santé. Pourquoi? C'est comme ça, parce qu'ils ont décidé qu'ils donnaient les béquilles pour tout Israël. Donc il y a cette solidarité, cette résilience, cette confiance, le fait qu'on n'est pas seul, et puis la menace existentielle, qui quand même crée de la cohésion, quoi qu'on en dise. C'est ça qui fait qu'on est heureux en Israël, parce qu'on est partenaire d'un destin qui est exceptionnel. On est conscient qu'il n'y a pas d'autres pays comme celui-là au monde. Et en plus, on a dégringolé parce qu'on était 3e avant. On n'était pas 8e. On a baissé cette année. Parce que justement, la cohésion nationale a été mise très à mal par ce qui se passe en Israël ces derniers temps. Par exemple, le refus des Haredim de servir dans l'armée, le manque parfois d'empathie qui peuvent être montrés entre différents secteurs de la population. Voilà. Mais en l'occurrence, oui, c'est normal. Voilà. J'ai une conclusion très technique. Quelle est la proportion des gens en dessous du seuil de pauvreté en Israël? Et quelle est la définition exacte de ce seuil de pauvreté? Alors c'est 20% des familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Oui. Le seuil de pauvreté, c'est la moitié du revenu minimum. C'est fixé comme ça par le Bitoire Léomi, mais il y a un autre rapport sur la pauvreté, celui de l'organisation La Tête, qui ne mesure pas seulement la moitié du revenu minimum, mais qui mesure aussi l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, le fait de renoncer à prendre des repas, de renoncer à se soigner. Et là, je crois que c'est pratiquement 25% des familles. C'est un enfant sur 3 en Israël qui est sous le seuil de pauvreté. Mais je veux nuancer quand même ce propos, parce qu'il y a beaucoup de redistribution qu'on ne voit pas en Israël. En particulier dans le secteur ultra-orthodoxe, il y a énormément de dons, de vêtements, de nourriture, et c'est pas pris, enfin je veux dire, les revenus sont pas forcément tous déclarés. Donc je voudrais juste nuancer, je veux dire juste que ça soit bien su, que le secteur le plus pauvre en Israël, c'est le secteur arabe.
de loin. Que les enfants les plus pauvres en Israël, qui ont vraiment faim, qui ne mangent pas leur faim, ce sont les enfants bédouins, des villages non reconnus de ce qu'on appelle la Pzora bédouite. Voilà, où là vraiment, qui ne reçoivent aucune aide alimentaire des grandes organisations, des grandes sociétés, parce qu'on n'aime pas donner à des enfants qui ne sont pas juifs. Et que cette pauvreté, elle existe aussi chez les mères qui sont des mères célibataires avec de nombreux enfants, puisque en Israël, tout le monde ne réussit pas à se faire payer sa pension alimentaire dans des villes de peuple, ce qu'on est l'ancienne ville de peuplement, des villes de la périphérie sociale. Donc c'est pas toujours ceux qui sont en photo sur les publicités qui sont les plus à plaindre. C'est pour ça que je veux nuancer. Mais en gros, c'est quand même beaucoup d'enfants pauvres en Israël. On est devant la Turquie. Donc voilà, c'est pas très glorieux. Et les familles pauvres, de familles de travailleurs pauvres, pratiquement une famille sur 5. Merci beaucoup Yael, vous nous avez grandement éclairé sur de nombreux problèmes auxquels nous n'avions pas forcément pensé. Le tissu social, je voulais quand même dire que le Bnei Brit en général, la loge Robert Gamzon en particulier, y participe. Puisque par exemple, nous avons, la loge Robert Gamzon a été très active lorsque un certain nombre de familles d'Ashkelon étaient à l'hôtel, ici, je ne sais plus le nom de l'hôtel, peu importe, eh bien nous les avons soutenus. Nous sommes restés en relation avec eux régulièrement. Nous sommes en relation, personnellement, je suis en relation avec une famille, Betty et moi, nous sommes en relation avec une famille, et ça fait partie de ce que nous devons faire au Bnei Brit, et ça fait partie de ce que nous devons faire dans le cadre du tissu social. J'ai presque terminé le remerciement lorsque j'aurais dit, et ça termine, si vous voulez, ce que j'avais commencé par dire que dans le monde économique, il est des éminences, et que vous faisiez partie de ces éminences. Eh bien, je suis absolument persuadé que vous faites partie des éminences, parce que votre exposé a été extrêmement lumineux, agréable à écouter, et je terminerai par Casse-Pénou. Casse-Pénou, peut-être qu'avec le message que vous avez lancé, peut-être à la suite de ce que vous avez dit, peut-être un mécène se manifestera-t-il. C'est le vœu que je formule au nom de tous nos amis, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, de tous nos amis de la loge Robert Gamzon. Et maintenant, je vous invite, les uns et les autres, à participer au pot de l'amitié. Après que j'ai remercié notre ami David, sans qui les problèmes techniques ne seraient jamais résolus. Ah mais non, c'est de la retenue, pas du tout.